Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on avance parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens aient compris ça. Personnellement, je le savais pas avant que vous le dites, avant que vous le disiez du coup. C'est que je pensais que les patients qui se réveillaient d'un coma se réveillaient plus ou moins comme on se réveille le matin. Un petit peu, d'un coup on a allumé la lumière, ou en tout cas il y avait des paliers progressifs, mais pas une sorte de continuum. Mais du coup, de ce que j'ai compris dans ce que vous disiez, justement, c'est qu'il y a un continuum, il y a une suite, et du coup on peut se rappeler juste à la fin. Donc comment ça se passe une sortie de coma, justement? Tout à fait. Alors ça, c'est important parce qu'en plus, ce que je vais, mon expérience n'est pas non plus une expérience universelle de clinique, hein. Donc ça peut arriver, ça peut arriver qu'on se réveille comme ça. Mais le problème, c'est que par biais de sélection, on ne s'intéresse pas dans les protocoles cliniques à ces malades-là, parce que ces malades ne posent pas de problème. C'est-à-dire qu'un patient qui a une lésion, qui a un traumatisme crânien, un AVC, qui va provoquer un trouble de conscience, qu'on va laisser plus ou moins endormi, à un instant donné, il est dans un état de coma qui peut être lié à des lésions, comme c'était le cas avant que les secours arrivent et qu'il soit endormi. Mais comme on l'endort, il a une part de coma qui est au moins attribuable à l'anesthésie générale, ce qu'on appelle un coma pharmacologique, corps d'anesthésie. Bon. Et à un moment donné, on va l'arrêter, l'anesthésie, parce qu'il n'y a plus d'indications, il y a différents types d'indications, mais à un moment donné, ça s'arrête. Et donc là, on voit, là, on est dépendant de la pharmacocinétique des drogues, c'est-à-dire que les médicaments s'éliminent progressivement. Et donc là, chez certains, on a besoin de plus ou moins de temps, le métabolisme de chacun est différent, etc. Et donc, on va voir que chez certains, ils se réveillent. C'est-à-dire qu'ils étaient comateux avant qu'on les endorme. Quand on arrête, quand on les endort, alors c'est un abus de langage, mais quand on les met sous anesthésie générale, et quand on va les réveiller, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va arrêter l'anesthésie générale, ils vont véritablement se réveiller rapidement. Ça peut arriver. C'est juste que c'est pas de cela dont on parle dans les études sur le pronostic, parce que cela, eh ben, ma foi, tant mieux pour eux, ils se réveillent, mais on va pas vraiment s'intéresser à pourquoi ils se réveillent, parce que c'est juste ce qu'on attendait. Donc en fait, ça peut arriver, mais c'est juste que les cliniciens qui s'intéressent à ça ne parlent jamais de ces malades-là parce qu'ils ne les voient pas. On les voit parce que dans notre pratique de garde, etc., c'est bon, voilà, ça arrive. Des fois même, on avait des lésions qui nous faisaient penser qu'ils n'allaient pas bien se réveiller, que peut-être ils pourraient être inclus dans des études, ça m'est arrivé en fait, et on se rend compte que bah, justement, comme notre connaissance des corrélats de la conscience, elle n'est pas parfaite, on a fait un mauvais pari, et donc en fait, eux, bah non, ils se réveillent rapidement, pas forcément avec toutes les dimensions cognitives immédiatement présentes, mais en tout cas, ils ont ces étapes, ils brûlent les étapes, d'accord. Ils passent de coma, ils ouvrent les yeux, très rapidement, ils ont des signes de, on va dire, de contenu de conscience qu'on définira après, ou en tout cas de fonctionnement un petit peu de haut niveau du cerveau, et ensuite ils communiquent, et après ils parlent, et puis voilà. Donc ça peut arriver, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, autant quand on parle de notre travail très spécialisé sur une sous-population de patients, on n'en parle pas parce que ceux à qui ça arrive, et ben, du coup, ils sont en dehors du cadre. Donc ensuite, dans l'histoire naturelle du coma, c'est-à-dire disparition de la conscience globalement vers la récupération progressive, c'est-à-dire que les patients qui font l'objet d'études, parce que c'est ceux où justement ils n'ont pas cette évolution très rapide et on a besoin d'essayer de prédire comment ils vont évoluer, il y a, on va dire, une marche, une évolution, une histoire naturelle un peu classique qui s'est enrichie par la définition de nouveaux états avec l'histoire, avec la capacité de faire survivre ces patients d'abord, hein, parce qu'évidemment qu'un coma avant l'ère, non pas de la médecine, mais même de la médecine moderne et de la réanimation, l'évolution naturelle du coma, c'est le décès. C'est le décès parce que le coma, c'est pas juste une altération isolée de la conscience, c'est une altération globale du fonctionnement cérébral qui va toucher également des fonctions vitales comme l'homéostasie du corps, l'entretien du corps, la capacité de respirer, parce que pour ça, il faut déjà, il faut commander ses centres respiratoires, il faut commander un tonus des voies aériennes qui fait qu'on s'encombre pas, il faut pas avaler sa salive de travers, etc. Donc l'histoire naturelle du coma historique, c'est la mort. Et petit à petit, avec la réanimation, et notamment la réanimation qui protège les voies aériennes avec l'intubation, la ventilation mécanique, etc., on a la capacité de récupérer certaines fonctions vitales, mais pas forcément la conscience. Et donc, du coup, d'abord, on a défini ce coma et différentes gradations de coma, historiquement, dans les années 50-60, à partir du moment où on a pu sauver ces patients, et notamment, on a défini le coma dépassé, c'est-à-dire le coma duquel personne ne sortait, qui était en fait la mort cérébrale, c'est-à-dire une abolition complète de toutes les fonctions vitales avec une destruction complète du cerveau qui aboutit encore aujourd'hui au fait qu'il y a une définition légale de la mort par destruction du cerveau qui permet les prélèvements d'organes. Et donc ensuite, plus les patients survivaient, et plus on a accepté de les faire survivre malgré une absence de réveil, plus on a pu décrire des états un peu au-delà. Et donc ce qui a été constaté de manière un petit peu on va dire primitive, initiale, historiquement, et aussi dans une forme de récupération
ontogénèse de la récupération, c'était l'ouverture des yeux. Parce que c'est quelque chose qui est très fréquent. En gros, on considère que le coma chronique, c'est-à-dire l'évolution persistante d'un coma qui garde les yeux fermés, qui n'a aucune réactivité, aucune réponse et aucune ouverture des yeux, ça n'existe pas. La capacité d'ouvrir les yeux, même si elle n'est pas forcément associée à un véritable éveil, euh, ça n'existe pas. Donc du coup, les patients ouvrent les yeux et donc ils entrent dans ce qui a été défini dans les années 70, à l'époque de Plumet-Posner, par l'état végétatif, vegetative state en anglais, qui est un terme qu'on emploie toujours des fois avec les familles pour des raisons de compréhension, parce que c'est un terme qui est rentré dans le langage courant et que les gens comprennent ou qu'ils ont vu sur Internet quand ils viennent discuter de l'état de leurs proches, mais qui est plus un terme qu'on est censé utiliser, puisque ça pose un problème un petit peu éthique, un petit peu sémantique. L'état végétatif, c'est les légumes, quoi. Voilà. Des fois, les gens ils nous disent il ne devait pas être un légume, donc on corrige, on reprend, on dit bah, vous devez faire prendre en référence à l'état végétatif, on utilise plus ce terme-là. On décrit l'état comme un état d'éveil non répondant. Donc éveil par ouverture des yeux, d'accord. Et là, on fait une inférence qui est discutable entre l'ouverture des yeux et la capacité à être éveillé, c'est-à-dire avoir un état physiologique du cerveau qui est particulier. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, disons que le réflexe d'ouverture des yeux, il est assez courant. Et donc, petit à petit, il y a eu beaucoup de patients qui ont évolué comme ça, et ensuite, à l'intérieur de ce grand groupe de patients, plus il y avait de patients, plus il y avait de cas particuliers, et donc là, c'est l'équipe de New York, Joe Jacino, qui a décrit une sous-population de patients qui étaient avant dans l'état végétatif, c'est-à-dire des patients pas capables de communiquer, de répondre aux ordres simples, voilà, de faire des choses un peu intégrées, et qui faisaient des choses un peu différentes des autres, c'est-à-dire qu'ils suivaient du regard, ils fixaient, des fois ils répondaient à quelques ordres, mais pas souvent, ils pouvaient avoir des petits automatismes des mains, attraper des objets automatiquement, etc., ou faire des petites vocalisations, et donc ils les ont définis comme un état de conscience minimal. D'accord. Et donc, classiquement, on considère qu'il y a une sorte de marche de quand les patients vont évoluer, hein, évidemment, il y en a, ils peuvent rester comateux, c'est rare. Rester en état d'éveil non répondant, c'est possible, ça arrive. Pour les cas vraiment très particuliers, souvent les patients vont présenter quelques signes de conscience minimale, et ensuite certains peuvent sortir de l'état de conscience minimale dès lors qu'ils ont les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, qui étaient la capacité de communiquer de manière adaptée et la réponse des fois par l'utilisation des objets. D'accord. Et donc, du coup, il y a cette histoire naturelle classique. En fait, c'est faux à plusieurs titres. D'accord. C'est que on imagine que sous prétexte que les éléments sont imbriqués par complexité, on va récupérer le plus simple, puis le plus complexe, c'est-à-dire l'éveil, puis le contenu de conscience, les éléments de haut niveau. Parfois, c'est pas vrai. Parfois, on a des patients qui ont un énorme trouble de vigilance, c'est-à-dire qui restent tout le temps très somnolents, les yeux fermés, mais quand on les stimule, quand on essaie de vaincre cette somnolence par une stimulation parfois assez vigoureuse, hein, on va jusqu'aux stimulations douloureuses pour essayer de lever le trouble de l'éveil, de vigilance, et ben du coup, on va constater qu'ils sont capables de faire des choses qui sont au-dessus de l'état d'éveil non répondant. C'est-à-dire qu'ils chantent, des fois on représente, là on peut pas représenter comme ça à l'oral, mais quand on représente la conscience avec deux dimensions qui sont à la fois fausses mais très, très utiles pour des explications un petit peu pédagogiques, on dit que l'éveil, il est sur un axe des abscisses et le contenu de conscience sur l'axe des ordonnées, et on dit que les patients, bah, ils vont d'abord ils évoluent sur l'axe des abscisses, puis ensuite ils montent. Mais en fait, des fois, c'est plus compliqué que ça. D'abord, ils présentent des signes qui n'apparaissent que quand on les stimule fort, et ensuite, ils vont récupérer une récupération spontanée de la vigilance. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une seule trajectoire. Et l'autre point, c'est que on imagine que ces états sont des états fixes et que les patients ils sont dans le coma et qui sont stables dans le coma, et qu'ensuite ils vont être stables dans l'état d'éveil non répondant, et qu'ensuite ils vont être stables dans l'état de posture relationnelle. Mais en fait, nous-mêmes, quand on a notre conscience physiologiquement, elle n'est pas toujours dans le même état. C'est-à-dire que des fois, on parle du coma comme une disparition de la conscience, mais quand on s'endort, on a une disparition de notre contenu conscient, sauf dans le cas du sommeil paradoxal, mais où on a une forme de contenu de conscience onirique, voilà, d'autres moments dans le sommeil. Mais en tout cas, il y a quand même globalement pas la même interaction avec l'environnement, avec autrui. Il n'y a pas le même contenu de conscience quand on dort. Et néanmoins, on en sort spontanément. D'accord. Et donc, du coup, les patients, ils ont un petit peu des reliquats de ça, et donc, en fait, ils fluctuent. C'est-à-dire qu'en fait, ils font pas des sauts de puce d'un état à l'autre. En fait, ils fluctuent plus ou moins au sein d'un état. Chez certains qui fluctuent pas du tout, c'est mauvais signe. Et ensuite, ils vont fluctuer, et quand ils vont être dans un certain état, ils vont pas forcément y être tout le temps. À tel point que ça a une importance clinique certaine, puisque des fois, on voit quelque chose,
que d'autres ne vont pas voir 10 minutes après. Et on peut sortir de la chambre et dire, bah tiens, un tel, ça y est, il présente des signes de réveil, soit il ouvre les yeux, mais quelques minutes après, il le fera pas, soit il suit du regard, mais quelques heures après, il le fera plus. Et donc, du coup, il faut se faire un minimum confiance entre nous, puisque du coup, et avoir nous conscience que ces états sont très instables parce qu'il persiste une cyclicité, une fluctuation qui récupère, enfin qui est associée au fait que dans la conscience physiologique, l'état n'est pas stable. Justement, donc là, c'est bien, vous avez décrit du coup 3 des états. Et le locked-in syndrome, il se situe où du coup? Est-ce qu'il va arriver après l'état de conscience minimal? Est-ce qu'on va considérer que c'est un éveil complet, que c'est simplement du coup un problème au niveau moteur? Est-ce que ça reste un état de coma? Comment est-ce qu'on l'aborde? Alors, on a un problème dans ce champ, c'est qu'il y a différentes littératures qui ont évolué dans différents centres et dans différentes temporalités. Quand avant que cette organisation progressive qui se base beaucoup en fait sur l'utilisation de l'échelle en fait qui est le gold standard sur laquelle on se base pour définir la conscience un peu clinique comme je l'ai dit au tout début. Donc c'est la Coma Recovery Scale, hein, CRS, version révisée avec une version française. Mais ça s'est fait du coup progressivement dans une littérature anglo-saxonne entre les années 70, 80 et 2000 et puis ça s'est enrichi depuis. Mais en parallèle, il y a certaines personnes qui avaient décrit ces états et qui n'avaient pas forcément utilisé ces termes-là, d'accord. Et donc, il y a notamment le locked-in syndrome. Et le problème, c'est qu'il y a des subtilités dans le locked-in syndrome qui fait que on peut des fois, certains locked-in syndrome peuvent ressembler beaucoup à un état végétatif. D'accord. Le locked-in syndrome, il y a une connotation de, on a des éléments qui peuvent être de différentes natures pour dire que le patient, en fait, il est conscient ou qui devrait l'être et qu'il suffirait de le démontrer. Et donc du coup dans le locked-in syndrome, on pourrait, si on applique on peut faire des coma recovery scale de locked-in syndrome, mais on va les mettre dans une certaine catégorie. Mais en fait, des fois on a des petits éléments qui nous mettent la puce à l'oreille en disant bah lui peut-être que je suis prise en défaut par différents lésions cérébrales qui font que je peux pas vraiment évaluer et du coup il faut que je le rentre dans une autre catégorie qui ferait qu'il serait conscient mais sans capacité de le faire savoir. Et le locked-in syndrome, c'est un état d'enfermement qui est notamment en lien avec des lésions au niveau des vaisseaux qui provoquent un AVC dans une région stratégique du cerveau, qui est le tronc cérébral, et pas n'importe quelle région du tronc cérébral, puisque le tronc cérébral, pour faire simple, il est un peu séparé entre deux régions, une région antérieure dans la partie du pont où il y a des fibres, d'accord, c'est une autoroute de fibres qui va du haut en bas, du cerveau à la moelle, et ensuite depuis la moelle qui va vers le corps, et commande à la fois récupérer les informations et commander la motricité du corps. Et la partie plutôt postérieure, c'est la partie où il y a des noyaux et des neurones qui naissent et qui vont innerver, qui vont servir à beaucoup de choses, hein, on ne peut pas résumer ça comme ça, mais qui vont notamment commander l'éveil. D'accord. Et également commander les capacités motrices indirectement, les capacités thymiques, réguler le sommeil. Il y a beaucoup de choses, mais c'est en tout cas les neurones, ils sont vraiment localisés en postérieur. Et quand on a vraiment la partie antérieure de cette zone-là du tronc, qui s'appelle le pont, qui est touchée, c'est classiquement associé à des patients dont on va arriver d'une manière ou d'une autre à démontrer soit précocement, soit tardivement qu'ils étaient conscients, avec des petits signes que je vais décrire après. Mais déjà, on a la puce à l'oreille parce qu'on se dit, cette lésion-là, ce que l'anatomoclinique historique des neurologues nous a appris, c'est que ces patients-là, à cet endroit-là, vu ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau de l'anatomie, ils devraient pouvoir être conscients. S'ils ne le sont pas encore, ça pourrait revenir. Donc le locked-in syndrome, c'est un syndrome qui n'est pas juste une définition comportementale, comme ce qu'on a dit avant, qui est l'association d'un cadre nosologique, l'AVC, dans un territoire, la partie du tronc cérébral avec une occlusion du tronc basilaire. Le cadre classique, c'est le scaphandre des papillons, hein, c'est ce qui est décrit là-dedans, c'est un locked-in syndrome par un AVC du tronc basilaire. Et avec récupération de la conscience, mais pas forcément de toutes ses capacités d'expression motrice. Et donc les capacités d'expression motrice classiques, c'est le fait que les neurones qui commandent l'oculomotricité, la capacité de bouger les yeux vers le haut, vers le bas, sur les côtés, ne vont pas être tout à fait respectés parce que c'est un peu touché, mais quand même suffisamment pour qu'on puisse savoir d'une manière ou d'une autre, soit en fermant les yeux, en clignant les paupières, soit en regardant d'un côté, de l'autre, avec ce qui va fonctionner, que le patient ou la patiente est conscient et en tout cas on va trouver un code de communication et on va pouvoir avoir des oui-no, on va pouvoir trouver un vécu subjectif de manière indubitable. D'accord. De la même manière que chez un autre patient qui n'avait pas un locked-in syndrome, mais on se pose la question de la conscience, ça peut être un pouce, ça peut être une main, ça peut être un bras. Et donc là, dans le locked-in syndrome, c'est classiquement les mouvements des yeux. Mais
Ça, c'est le cadre historique, c'est ce qu'on a défini historiquement parce que du coup, on avait le comportement et le comportement récupéré. Mais ça s'est un peu étendu dans le sens où on a dit, bah, peut-être qu'il y a des patients, ils sont tellement sévères, qu'ils sont conscients, mais il n'y a vraiment aucun moyen de faire savoir qu'ils sont conscients. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le complete locked-in syndrome, c'est le locked-in syndrome complet, qui peut être en lien avec un AVC. Ça devient compliqué d'avoir une lésion qui touche vraiment toutes les capacités motrices et pas du tout la conscience, ça devient compliqué, mais qui, en fait, ça s'est un peu étendu depuis le cadre des AVC, des vasculaires, vers d'autres formes d'atteinte, et notamment sur des pathologies qui touchent les nerfs et les muscles. C'est-à-dire que quand on a une pathologie qui touche totalement la commande musculaire, pas au niveau du cerveau, mais à l'extérieur, dans le système nerveux périphérique, et bah, du coup, là, on peut imaginer qu'un patient ne peut plus rien commander, y compris ses muscles oculomoteurs, y compris ses paupières, et que du coup, néanmoins, là, on a l'argument qu'on peut trouver des signes à l'EEG, à l'électroencéphalogramme, sur le fonctionnement du cerveau et sur l'IRM, qu'il n'y a rien qui est touché dans le cerveau. Donc, dans ce qui est quand même considéré comme étant le substrat de la conscience, c'est-à-dire le système nerveux central, il n'y a rien. Et donc, il doit être conscient, mais il ne peut pas le faire savoir. Et donc, c'est des locked-in syndromes de forme périphérique. Et on a par exemple des formes de syndrome de Guillain-Barré extrême, c'est une atteinte inflammatoire des nerfs et des muscles au niveau des racines, qui ont pu être décrits comme ça. Et après, on peut essayer de communiquer avec eux par différents moyens qui passent pas par le comportement, mais par des outils paracliniques. Et en tout cas, on a réfléchi là-dessus récemment, nous, dans notre équipe, la question des pathologies dégénératives, comme la maladie de Charcot, où la question se pose de quand on est à un certain point de la maladie de Charcot, c'est également la sclérose latérale amyotrophique, où les muscles ne peuvent plus du tout être commandés par la maladie de dégénérescence des neurones moteurs, et ben peut-être que certains patients qui étaient communicants juste avant restent communicants quand ils ne sont plus, enfin restent conscients alors qu'ils ont perdu toute capacité de communication motrice. Et donc la question se pose, c'est est-ce qu'ils sont dans un tel locked-in syndrome? Pour l'instant, dans les rares cas qu'on a pu constater, on n'a pas pu démontrer de signe de conscience, donc il y a peut-être des choses plus complexes que ça.